Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle émission des entretiens du monde informatique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Négrier. Christophe Négrier, bonjour. Bonjour Jacques. Alors vous êtes directeur général de Oracle France. Alors avec vous, on va d'abord peut-être commencer par une première question. Comment se porte Oracle aujourd'hui ? Alors Oracle se porte bien, on a beaucoup de chance. On vient d'annoncer nos résultats annuels pour un exercice qui s'est clos le 31 mai. Des résultats qui sont très bons avec une croissance forte de notre activité au sens général, très forte sur tout ce qui a trait au cloud infrastructure. On a fait quasiment 40% de croissance. Sur la partie ERP, on a fait quasiment 25% de croissance. Donc un business qui se porte bien. Oracle est en transformation, comme ses clients, mais tout va bien pour le moment. Alors je le rappelais juste à l'instant, vous êtes patron d'Oracle France. Et Oracle France, comment se porte-t-il ? Alors Oracle France contribue fièrement aux résultats d'Oracle globaux. Et je vous le disais à l'instant, Oracle France c'est aussi une filiale impliquée sur le territoire, en France, auprès des autorités, auprès de nos clients, qui se transforme, qui apprend en marchant, et qui aide ses clients à se transformer, à faire face à leurs enjeux, à être plus agiles, plus sécurisés, grâce à nos technologies. C'est une boîte qui change. Alors l'actualité, je vais dire la plus récente pour Oracle France, c'est l'ouverture d'une deuxième région France qui sera basée à Paris, à Courneuve en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Pourquoi vous avez choisi de créer une deuxième région ? Ce qui est un petit peu un cas à part à l'intérieur de l'Europe, si j'ai bonne mémoire. Alors tout à fait. Aujourd'hui, Jacques, la France va être le premier pays de l'Union européenne à recevoir deux régions deux data centers dans un seul et même pays. Les raisons, elles sont multiples. D'une part, c'est une marque de l'importance que revêt la France dans la stratégie globale d'Oracle, en particulier en Europe, où on est un marché qui est important. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison étant que, de par la distribution économique dans notre pays, avoir un data center en région parisienne qui vient compléter ce que l'on avait déployé au mois de novembre à Marseille, nous permet d'être positionnés au mieux, au plus près de nos clients, pour les aider, qu'ils puissent profiter de nos services, avec la proximité, la performance et la sécurité dont ils ont aujourd'hui besoin. Et puis peut-être si je rajoute juste un mot, on est en France, dans un pays où la localisation de la donnée, c'est un sujet qui est important et je pense qu'on y reviendra. Et donc ça permet aussi de voir à nos clients d'avoir des scénarios d'architecture complets avec des données qui restent de manière garantie sur le territoire en France. Alors avant de parler justement de cette question de conformité, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le data center de la région parisienne ? Est-ce qu'on va avoir tous les services qui vont être disponibles ? Alors, donc les services du data center sont disponibles pour nos clients depuis le 1er juin. L'ensemble des services OCI Cloud Infrastructure seront disponibles après 90 jours en deux phases, une première phase puis une seconde. Donc, dans le 1er septembre, tous les services seront disponibles, comme dans l'ensemble de nos data centers dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, pouvoir avoir une homogénéité, une unicité dans les services proposés, quels que soient les data centers dans lesquels vous vous servez. Pour avoir une idée justement de cette première partie ou de ces premières briques qui vont arriver, c'est de la database notamment Autonomous, ça va Absolument, les services les plus importants pour Oracle, Autonomous Database, l'intégration, tout ce qui a trait aux plateformes as a service autour de la base de données, tout ça dès le premier jour, absolument. D'accord. Et donc après dans les deuxièmes, on aura de la data science. Intégration, bien sûr tout ce qui est autour du calcul haute performance, voilà, tous ces sujets-là après. Ce data center dans la région parisienne, c'est un clone entre guillemets de la partie de Marseille, c'est-à-dire vous avez eu les mêmes exigences sur Marseille que sur la région parisienne ? Alors on a les mêmes exigences partout et j'en citerai une notamment qui est vraiment clé pour nous parce que c'est l'alimentation à 100% en énergie renouvelable de tous nos data centers. On le fait à Marseille notamment en utilisant un procédé qui s'appelle le river cooling. Il y a une rivière qui coule effectivement. Et voilà, exactement, et qui refroidit les data centers et qui ensuite chauffe un quartier à côté. On n'a pas de rivière à la Courneuve, mais on a du free cooling et un processus qui est un petit peu le même, c'est-à-dire qu'on refroidit par l'air et on chauffe les quartiers adjacents. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est aussi lié aux engagements autour du développement durable d'Oracle qui sont très forts et c'est aussi lié au fait que nos clients utilisent beaucoup nos services de manière à pouvoir décarboner leur numérique
et l'alimentation 100% en énergie renouvelable de ces data centers et d'OCI partout en Europe aujourd'hui est un vrai facteur différenciant. Un élément aussi en créant cette deuxième région, ça va pouvoir vous autoriser à proposer du PRA, enfin du Disaster Recovery, parce que justement vous avez cette double région. C'est quelque chose qui était aussi attendu par les clients. Absolument. Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique. Aujourd'hui, un data center chez Oracle, c'est ce qu'on appelle fault domain en anglais. Et aujourd'hui, nos clients peuvent du coup réaliser de la réplication du PRA entre ces différents fault domains qui sont alimentés électriquement à part, de manière indépendante, réseau indépendant, salle indépendante, mais dans le même data center. Donc quand on part du principe où on veut réaliser un PRA réel, il faut une certaine distance. Et donc c'était très important de pouvoir avoir ces deux data centers en France, un à La Courneuve, un à Marseille, qui permettent de réaliser avec une latence très faible des scénarios de disaster recovery très ambitieux, en ayant la garantie, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir sa donnée qui restera en France. Justement, on va reparler de cette conformité. C'est les clients que vous allez avoir sur la région parisienne. Déjà, peut-être un premier mot de savoir qui sont-ils, parce que ça va être les mêmes qui sont à Marseille. On sait qu'à Marseille, c'était principalement des clients qui voulaient une ouverture à la fois sur le Moyen-Orient ou sur la partie Afrique. Est-ce que Paris sera d'autres clients ou des clients similaires, plutôt orientés à grand compte? Et puis revenir sur cette question de conformité autour de la sécurité, justement, à quoi ça répond exactement? Alors, par rapport à la première partie de votre question, on s'adresse à tout type de client, c'est-à-dire que tout type de client qui souhaite utiliser de la technologie Oracle ou qui l'utilise d'une certaine façon aujourd'hui, qui souhaite moderniser, automatiser, avoir plus de sécurité, on va s'adresser à ces clients-là. Bien sûr, on a une empreinte et on les en remercie, la confiance de beaucoup de clients, grands comptes, qui sont très implantés en région parisienne. Et naturellement, d'avoir une région ouverte à La Courneuve est un indéniable plus dans les projets que l'on mène à leur côté. C'est des questions de latence, enfin en tout cas les sociétés ont un intérêt particulier, en tout cas pour justement que ça soit au plus proche, parce qu'il y a ces questions de besoin de latence, de rapidité, de vitesse. Alors, il y a bien sûr des questions de latence, il y a aussi des questions de proximité géographique. Ce n'est pas forcément la partie réellement latence réseau, parce qu'aujourd'hui on est en capacité d'avoir des latences très faibles, même entre Paris et Marseille. Mais ça fait partie de la décision. Après, il y a vraiment l'enjeu de j'ai mes données proches, je sais où elles sont, proches d'où je suis, proches de parfois leur propre data center opéré par des tiers, mais qui sont installés dans cette zone-là, donc avec une proximité qui rend les choses encore plus faciles dans le cadre de l'hybridation ou de move to cloud de leurs environnements et de leurs applications. Ça, c'est le premier point. Après, le second point, c'est que Oracle, la région que l'on ouvre à Paris, c'est la 38e région pour Oracle. 38e. Marseille, au mois de novembre, c'était la 32e. Ça vous donne un petit peu la vitesse à laquelle on ouvre aujourd'hui des data centers. On en aura 44 à la fin de l'année calendaire 2022. La stratégie d'Oracle là-dessus, c'est d'avoir des data centers au plus près de ses clients. Donc ouvrir à Paris, de par, je le disais, le poids économique que revêt l'Île-de-France, était pour nous une évidence. Je rebondis sur la deuxième question qui était sur la sécurité et la conformité. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on discute avec des DSI, cette problématique de sécurité, en fait, elle intègre plusieurs aspects. Ça peut être la disponibilité, ça peut être la localisation des données dont on parlait. Comment vous la percevez et comment vous l'adressez finalement? Alors, déjà aujourd'hui, la sécurité, c'est une problématique d'entreprise et de direction générale. C'est plus qu'une problématique informatique technique. Donc, quand je dis ça, c'est qu'Oracle, dans le développement et le déploiement de notre infrastructure cloud OCI, on l'a prise en compte dès le départ, dès la conception. C'est pour ça qu'on dit que notre sécurité, elle est by design. Ce que nous demandent aujourd'hui nos clients, il y a plusieurs choses. Ils nous font confiance pour gérer leurs données les plus critiques et leurs applications les plus critiques. Donc, quand on utilise le cloud Oracle, il faut de la performance, il faut de la disponibilité, et là-dessus, il faut que ce soit garanti. Il ne faut pas juste que je le dise. Il faut que ce soit garanti par contrat. Ça, c'est le premier point. Et il faut aussi un environnement qui soit sécurisé de par la criticité dont je viens de parler. Je donnerai juste deux exemples. Chez Oracle, je disais security by design, c'est-à-dire que le chiffrement,
c'est pas une option. C'est-à-dire que c'est pas on chiffre ou on chiffre pas, c'est on chiffre et on peut pas ne pas chiffrer. C'est une gestion des clés sur lesquelles les clés de chiffrement, on ne les a pas, on ne les veut pas. C'est nos clients qui les possèdent et ça leur permet d'avoir une complète maîtrise du chiffrement de leurs données disponibles dans notre cloud. L'autre point, c'est typiquement dans la construction intrinsèque de notre cloud. La façon dont on a voulu, comme parti pris, de séparer de manière physique le réseau d'administration qui nous sert à opérer notre cloud des réseaux utilisés par nos clients. La façon dont chaque réseau client est différent les uns des autres, sans aucun overlap. Tout ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça remporte, OCI remporte l'adhésion chez nos clients. On voit modestement une adoption qui est forte. Ça se passe bien de ce côté-là et c'est une des raisons. On va repartir sur la partie modernisation des infrastructures, mais modernisation surtout des applications. Quand il y a eu l'ouverture justement de cette deuxième région, il y a eu des éléments autour de VMware, justement d'intégrer en native VMware. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ce qui fait finalement un peu l'élément différenciateur aussi par rapport à des concurrents et néanmoins amis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette partie-là? Alors, oui, je peux tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Cette notion d'ouverture, peut-être qu'on y reviendra après, pour moi, elle est centrale. C'est-à-dire qu'un cloud, aujourd'hui, il doit être ouvert. Quand on veut être réellement ouvert, c'est le cas de ce qu'on est capable de faire sur VMware, on doit prendre les souches, les logiciels, dans le cas de VMware, des VM, de manière native, de façon à pouvoir permettre à un client d'opérer depuis son vCenter dans son cloud privé et de bouger ses VM nativement chez nous, sans avoir une autre console d'administration, sans avoir des souches qui sont différentes, sans avoir des contraintes qui finalement rendent l'hybride cloud difficile. Aujourd'hui, je pense que notre boulot en tant que société qui fournissons de la technologie, c'est d'amener de la facilité, de la fluidité, de la valeur à nos clients, pas de créer de la complexité, enfin le moins possible. Sur cette partie justement cloud hybride et multi-cloud, souvent on les associe ensemble. Alors certains parlent justement de cloud privé versus cloud public, ou en tout cas mixer les deux, avec probablement plus de cloud privé aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que vous me direz en tout cas, ce que est votre vision en tout cas des clients. Et on parle beaucoup du multi-cloud, et justement il y a des questions d'interopérabilité, il y a des questions de passerelles. Je crois que vous avez des partenariats par exemple avec Azure. Où en est-on aujourd'hui sur cette partie-là? Qu'est-ce que vous voyez vous sur le terrain vis-à-vis de vos clients? Alors de manière générale, je vois des clients qui ont une stratégie qui est triple, qui est toujours hybride, qui est toujours multi-cloud, et pour lequel les sujets de réversibilité sont clés. Cette stratégie, il y a une exigence d'ouverture et de prise en compte de logiciels open source. C'est-à-dire que si on n'a pas, ça fait plus de 3 d'ailleurs, si on n'a pas tous ces composants aujourd'hui, on est hors jeu. Après, par rapport en fonction des métiers de nos clients, on va avoir des curseurs sur le côté hybride, enfin privé, public, qui vont être positionnés différemment. On va avoir des volontés ou des politiques qui vont être différentes en fonction des secteurs. D'accord ? Mais ce côté hybride, multi-cloud, ouvert, open source friendly, réversible, c'est clé. Et c'est pour, vous le disiez également, c'est pour cette raison-là qu'on est très promoteur de ça. Et quand je disais qu'Oracle est en transformation, ça fait partie des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé sur nous, on s'est beaucoup transformé parce que c'est ce qu'attendent nos clients. C'est de dire, on doit être en capacité de faciliter la vie de nos clients, je le disais juste avant. Donc, on a un partenariat typiquement aujourd'hui avec Microsoft Azure qui nous permet, dans certaines régions interconnectées, de pouvoir, de manière transparente, permettre à un client de bénéficier de services chez Azure ou chez Oracle pour ses applications ou ses données, là où les choses sont faites le mieux. Et on pense que pour tout ce qui a trait à de la technologie Oracle, naturellement, c'est chez nous que ça sera mieux fait, dans un environnement qui doit être ouvert. On a beaucoup parlé de la partie infrastructure, data center. Vous évoquiez au départ sur les résultats d'Oracle la branche ERP aussi, qui est quand même un des piliers d'Oracle. J'allais dire, aujourd'hui,
pareil, là, j'allais dire le mix entre les gens qui regardent du on-prem, la bascule sur le cloud. Vous en êtes où exactement, quel est le ratio, et puis comment vous accompagnez justement les clients vers cette migration? Alors là-dessus, Oracle a été réellement précurseur dans la volonté d'offrir à ses clients des solutions applicatives en SaaS, que ce soit des applications que je qualifierais corporate, de l'ERP, de la HR, ou que ce soit des applications plus métiers. Ces applications en SaaS reposent 100% sur notre infrastructure OCI. Et c'est pour ça que c'était si vital pour nous de réaliser une infrastructure qui soit aujourd'hui robuste, performante et sécurisée. Je crois que, pareil, encore une fois, je vais vous faire une réponse en 2 temps. On voit qu'il y a une frange de clients pour lequel la question ne se pose même plus. Les ETI, les licornes. Sur digital native en général. Oui, et même moi je le vois vraiment sur nos ETI dont on peut être très fier en France. On va très naturellement et exclusivement sur du SaaS. Et quand je dis du SaaS, je ne parle pas de cloud privé déguisé, je parle de vrai SaaS. Je parle de SaaS multitenant, je parle de l'innovation en continu, je parle d'innovation autour du machine learning, de l'intelligence artificielle qui infuse ces applications, dans tous leurs compartiments. Sur d'autres types d'entreprises, il y a aussi une question c'est toujours ce que je mets en avant, la valeur versus le coût, la durée du projet. On voit assez peu de grands comptes, CAC 40, se dire du jour au lendemain, je vais prendre mon ERP et je le change du sol au plafond, ne serait-ce que pour une question de complexité ou d'adhérence chez eux. Parce qu'aujourd'hui, on est capable, avec du SaaS, d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on a été capable de faire précédemment. Mais chez ces clients-là, on le voit, une modernisation très rapide, module par module, fonction par fonction, avec des solutions SaaS. Et est-ce que la crise sanitaire, en tout cas, a été un accélérateur? Parce que pour le coup, il y a quand même beaucoup de gens qui ont basculé dans des modes hybrides, mode distanciel, et finalement, le SaaS a été aussi un des éléments facteurs d'accompagnement de la crise sanitaire. Alors, évidemment, c'est-à-dire que le SaaS est un sujet qui permet l'élasticité nécessaire qu'on ne pourrait pas avoir en le faisant chez soi. Donc évidemment, ça a été d'un côté. La partie cloud, évidemment, on est très fiers, et je le dis, pour le coup, je fais un tout petit peu de réclame, c'est que Zoom aujourd'hui est une référence qui tourne sur le cloud Oracle, où en quelques semaines, on est passé de 60 millions d'utilisateurs à 600 millions d'utilisateurs. Et donc cette notion de scalabilité, d'élasticité, sur cette workload-là, c'était juste critique pour nous, mais pour toutes les entreprises qui utilisent ce service. Comment vous percevez, ça va peut-être une des dernières questions, comment vous percevez justement ce nouveau mode de travail? On parle d'hybrid work, en tout cas de futur de travail hybride. Comment vous le percevez et comment vous l'adressez surtout? Alors, ça c'est comme le cloud hybride. Je crois que le travail hybride, on y est pour un moment, c'est une réalité, c'est une nécessité qui permet aux collaborateurs de s'exprimer au mieux, d'avoir la meilleure, on dit en anglais work-life balance, et c'est un impératif pour les entreprises aujourd'hui. Dans le cadre d'Oracle France, je le disais, on est en transformation, et là-dessus on a fait, je le dis souvent, on a fait un saut quantique. Entre l'avant-pandémie et l'après, grâce notamment à notre DRH Caroline Elbaz, on a signé un accord très ambitieux avec nos partenaires sociaux de manière à pouvoir laisser une réelle flexibilité au niveau de chaque équipe sur quelle est la meilleure organisation pour pouvoir avoir les meilleurs résultats, la meilleure balance possible entre un retour au bureau, où on a réouvert nos bureaux il y a quelques mois maintenant, le travail chez soi, parce que pour moi, ce qui est essentiel, c'est l'esprit d'équipe, le fait de travailler ensemble. Il y a un composant physique qui est indéniable, mais qui va être différent selon les équipes, les fonctions, les tâches. Et l'accord qu'on a signé nous permet de répondre à ça. Donc j'en suis très fier en tant que directeur général. Je suis très content de ce qu'on a réussi à réaliser avec nos équipes, pour nos salariés. Voilà. Donc pour nous, une véritable révolution. Et puis on est très content d'avoir ça et on ne va pas le lâcher. Peut-être dernière question sur les évolutions. On a beaucoup parlé des différents éléments. Quelles sont les évolutions, une sorte de roadmap sur lesquelles vous pouvez
parler déjà et puis nous donner quelques indications? Alors, pas de grands changements stratégiques par rapport à Oracle. C'est-à-dire que, je le disais, on va continuer à déployer nos régions OCI, on va continuer d'enrichir nos services, on va continuer de développer toutes nos applications en SaaS. On va naturellement prendre en considération, faire des annonces dans les prochaines semaines / mois autour de tout ce qui a trait à la souveraineté, qui est un sujet clé aujourd'hui en France et en Europe. Vous le verrez. On va continuer de développer, de déployer et d'intégrer l'automatisation à outrance, l'intelligence artificielle dans toutes nos solutions. Je le disais tout à l'heure, ça fait beaucoup de sens dans les applications corporate, faire du rapprochement automatique de factures, c'est devenu une évidence pour tout le monde, mais ça permet de raccourcir son DSO, ça a des impacts qui sont immédiats, et on veut aller plus loin encore, là-dedans. Ça va jusqu'à des plateformes low-code, no-code aussi, parce qu'on entend beaucoup parler de cette partie-là, où les métiers s'accaparent et où se positionnent entre guillemets comme citizen développeurs ou développeurs. Ça fait partie des services qui sont aujourd'hui disponibles et sur lesquels on va continuer de développer, comme autour de l'open source. C'est-à-dire que cette partie low-code, no-code, aujourd'hui, on doit permettre, c'est une demande de nos clients, de dire je veux pouvoir, mes business lines doivent être autonomes quant à ce qu'elles veulent faire par rapport à leurs données pour en tirer le plus de valeur. Donc elles doivent être en capacité de développer. On a un langage qui s'appelle Apex qui permet de manière très simple de développer des applications pour les métiers autour de données et de nos technologies. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point sur lequel on va continuer quand même d'investir lourdement, c'est la partie open source. On réalise dès aujourd'hui du Kubernetes managé, MySQL, tout ça, ce sont des réalités sur OCI, plein de services qu'on a aujourd'hui en open source de manière native, comme lorsqu'on a parlé de VMware, parce qu'on veut et on va continuer de militer, de pousser pour un monde qui est hybride, multi-cloud et ouvert. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, on prendra rendez-vous pour discuter des futures annonces. Avec plaisir. Merci infiniment, Christophe Négrier. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview du monde informatique.